Bienvenue à toutes et tous dans la causerie de Atom Basketball. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline Aubert de l'agence Comsport. Pardon. Bonjour Caroline. Bonjour Valentin. Donc très heureux. La première question, Caroline, que j'aime bien poser aux invités du podcast, c'est de me définir le basket avec trois mots et d'expliquer le choix de ces mots-là. Alors j'ai quand même le droit de les expliquer, ça c'est bien, parce que sinon 3 mots ça aurait été peu. Alors déjà pour moi collectif, parce que c'est un sport évidemment, c'est un sport co, c'est un sport où on doit partager des choses, je pense, à commencer par le ballon. Donc je choisirais celui-là. Ensuite, pour moi c'est un sport d'adresse. Même si je sais que beaucoup de personnes, enfin, disent que l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des championnats. Moi, je reste persuadée que le but du jeu, c'est quand même de mettre un ballon dans un panier. Donc à un moment donné, quand il faut gagner les matchs, il faut aussi mettre des paniers. Donc adresse. Et enfin, le dernier point, je dirais lecture. Je pense que le basket est un sport de lecture, d'adaptation. Euh, je dis souvent que en fait, on a parfois décidé de faire ça, quelque chose sur le terrain, mais qu'on doit constamment s'adapter en fait à la réponse défensive. C'est-à-dire que si on a décidé d'aller à droite sur un lay-up, au moment où on prend le ballon, parfois c'est pas possible et il faut s'adapter en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu de lecture, d'être capable de voir ce qui se passe, ce que la défense propose et du coup ce qu'on doit faire nous par rapport à ça, quoi. Extra. Et du coup, là, on a des paroles de meneuse de jeu. Donc, j'aimerais bien, Caroline, que tu puisses te raconter un petit peu au micro d'Atom Basketball et puis parler aussi de ce lien que tu as avec la balle orange. Alors mon parcours, il a commencé à 10 ans. J'ai commencé par hasard, complètement par hasard, simplement parce que je déménageais dans une grande ville et que mes parents avaient peur que je m'ennuie, donc ils m'ont inscrit en sport-études. Et le sport-études, c'était du basket. Donc c'est comme ça que j'ai mis un pied là-dedans. Derrière, j'ai eu un parcours avec un centre de formation. euh, un départ aux États-Unis aussi. Après le centre de formation, j'ai quand même basculé, enfin comme beaucoup de joueuses finalement, à m'entraîner avec les pros assez jeune. Puis derrière, j'avais toujours rêvé de partir aux États-Unis, donc je suis partie 1 an aux États-Unis. Et puis derrière, une carrière pro de joueuse pendant une bonne quinzaine d'années, qui m'a emmenée en France et un petit passage en Russie avec Ekaterinbourg euh, en 2008. Ouais, c'est ça, en 2008. Euh, Après, j'ai eu la chance d'être un peu en équipe de France pendant toutes ces années-là. Alors, pas toujours avec. J'ai fait beaucoup de campagnes sans être choisie à la fin pour faire la compétition. J'ai fait un seul championnat d'Europe, mais bon, senior. Et donc, voilà. Et puis, après ça, j'ai fait une petite pause maternité en 2009. J'ai repris et j'ai arrêté ma carrière de joueuse en 2014. Je suis devenue entraîneur sur le centre de formation du Nantes Basket pendant 2 ans. Ensuite, j'ai entraîné en tant qu'assistante de l'équipe professionnelle du NRB pendant 2 ans. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause parce que j'avais vraiment enchaîné joueuse, entraîneur sans pause du tout. J'avais un enfant en bas âge et on va dire une jeune fille de 6-7 ans et j'avais besoin de m'en occuper. C'est à ce moment-là qu'est arrivée l'opportunité en fait de devenir agent. Euh, des discussions avec Jérémy Mediana, donc l'un des cofondateurs de l'agence, qui cherchait en fait une ancienne joueuse pour l'épauler sur le secteur féminin. Et voilà, j'ai commencé. C'était c'est pas un métier que j'avais imaginé forcément faire au départ. Maintenant, enfin, je me serais jamais lancée, je pense, toute seule, parce que je n'imaginais pas ça. Mais à force de discuter avec Jérémy, finalement, je me suis dit que c'était un métier qui restait autour du basket, sur de l'accompagnement. Et moi, c'est ce que j'aimais le plus dans mon métier d'entraîneur. Et je me suis dit pourquoi pas. C'était une proposition d'abord à mi-temps, donc ça me permettait de voir si j'aimais ça, si j'étais, on va dire, compétente. Et puis bah, maintenant, ça fait 6 ans. Voilà. Et entre-temps, évidemment, je suis passée à temps plein. Voilà.
un petit peu mon parcours. Ok, extra. J'ai une question du coup sur ce métier d'agent. C'est une question qui volontairement est un peu candide, un peu enfantine, mais pour que tout le monde, tous les auditeurs et auditrices puissent se rendre compte, c'est quoi être agent de joueuse? Alors pour moi, être agent de joueuse, c'est accompagner une joueuse dans sa carrière sur différents aspects. Euh, c'est vraiment, euh, enfin pour moi, c'est être là pour essayer d'optimiser au mieux, essayer qu'elles atteignent en fait leur meilleur niveau à elles, quel qu'il soit finalement. Parce que évidemment, le plafond de verre de chacune est différent. Et il y a plusieurs aspects pour ça. Évidemment, il y a les aspects que tout le monde connaît et qui parfois, pour moi, sont très, enfin, dans l'esprit des gens, c'est très limité en fait. Quand on discute avec les gens, on se rend compte que la seule chose qu'ils voient eux, c'est ah bah tu négocies les contrats des joueuses en fait, tu leur trouves des clubs. Oui, certes, je suis là pour ça et je pense que c'est ma mission entre guillemets principale parce qu'une joueuse qui ne jouerait pas ou qui n'aurait pas de contrat, bah, c'est une joueuse qui déjà de une est forcément ne s'épanouit pas et de deux bah, ne peut pas gagner de l'argent et donc ne peut pas avoir sa carrière. Mais ce serait très très limitant de dire que ce n'est que ça en fait. Pour moi, on a un rôle de soutien, de conseil, d'accompagnement, on est un peu tout à la fois. Après, je pense que ça dépend aussi des joueuses qu'on accompagne. Moi, aujourd'hui, chaque joueuse est accompagnée différemment parce que chaque joueuse est différente et a son propre caractère, a ses propres attentes. Il y a des joueuses pour lesquelles je peux gérer la déclaration d'impôt et d'autres pour lesquelles ce n'est absolument pas enfin, d'actualité de le faire parce qu'elles sont entourées par rapport à ça. En fait, tout est très individualisé finalement. Je peux pas faire le même métier pour chacune en fait parce que je vais pas gérer une joueuse de 18 ans de la même manière qu'une joueuse de 30. Ça va pas être les mêmes choses, ça va pas être les mêmes points sur lesquels on va travailler ensemble. Donc, en gros, pour moi, c'est un accompagnement global, d'essayer de leur faciliter la vie et de les accompagner, de les aider à devenir meilleures, qu'elles ce soit en tant que joueuse, en tant que personne, de les conseiller beaucoup, évidemment, à faire les bons choix, sans jamais les faire pour elles. Et ça, je pense que c'est primordial. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça pour moi. En fait, on a la sensation aussi que là, dans ce que tu viens de dire pour conclure, il y a la volonté aussi qu'elles soient accompagnées dans leur autonomie, dans leur gestion de Oui, carrière aussi. oui, oui, tout à fait. Même si on est là enfin, on est là pour les accompagner effectivement dans leur gestion de carrière, mais on peut pas les remplacer en fait. Les choix, faut que ça leur appartienne. Euh, Moi, je les aide à les faire ces choix-là, c'est-à-dire que je vais leur donner les éléments qu'elles elles n'ont pas forcément. Par exemple, la connaissance du milieu dans lequel elles évoluent. Quand on choisit un club, on doit choisir un club pour plein de raisons, en fait. Chacune a ses raisons, chacune a ses critères. Moi, je suis là pour les faire réfléchir sur leurs critères, déjà, première chose. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est le temps de jeu? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est la géographie? Est-ce que c'est le salaire à la fin du mois? Est-ce que c'est, euh, je sais pas moi, les études? Enfin, il y a plein de critères possibles et imaginables. Et en fait, c'est moi, ma première mission, c'est déjà de les faire réfléchir sur ça pour que justement ces critères-là, elles les aient bien en tête, qu'elles apprennent à se connaître aussi par rapport à ça. Et moi, une fois qu'elles ont ces critères-là et qui sont priorisés, parce que les critères, ils peuvent être un peu les mêmes pour tout le monde, mais ils vont pas être les. C'est surtout la priorisation qui va être différente en fonction de chacune. Et, euh, et moi, à un moment donné, si le critère principal d'une joueuse, c'est le temps de jeu, c'est d'être capable de l'accompagner, enfin, de lui dire, écoute, à tel endroit, je pense que ça, tu auras ou ça, tu n'auras pas. Hmm. Parce que je sais que cet entraîneur-là, il va peut-être être plus à même de faire jouer les jeunes joueuses, parce que je sais que dans l'équipe qui y aura l'année prochaine, il y a telle joueuse, telle joueuse, telle joueuse, et donc sur ton poste, tu vas pouvoir. Voilà, c'est cette connaissance-là du milieu, des personnes qui gravitent dans ce milieu et qu'elles pourraient rencontrer dans leur projet qui permettrait de les faire avancer ou plus ou moins en fait. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est de la gestion de carrière, enfin, je pense que notre premier rôle, il est vraiment un rôle de soutien et de conseil.
Voilà, parce qu'après, aller négocier un contrat avec un club, ça fait partie du boulot et on est là pour le faire du mieux possible, défendre l'intérêt de la joueuse du mieux possible, évidemment. Mais finalement, une joueuse qui signerait 2 ans, ben, c'est pas je la signe à tel endroit et puis pendant 2 ans, on n'entend pas parler de moi et on discute pas, quoi. Au contraire, le plus gros du travail, il est fait finalement entre la signature des contrats et moi, c'est dans cette mission-là, finalement, que je prends le plus de plaisir, d'ailleurs, parce qu'honnêtement, j'ai pas fait d'études de commerce, j'ai pas fait de, j'étais pas, moi, mes études, elles sont tournées autour de la pratique du basket. J'ai une licence TAPS. Au départ, je voulais être entraîneur, je voulais passer mon professorat de sport, je voulais être CTS, conseiller technique Mhm. sportif, travailler sur de la formation de jeunes, tout ça. Donc, le métier d'agent, ça reste un métier un peu mercantile, hein. C'est-à-dire que j'aime pas dire ça parce que c'est des personnes, c'est des humains, mais ça reste un métier où, à un moment donné, on place des joueuses à droite, à gauche et on doit leur négocier des contrats, donc il y a de l'argent autour de tout ça. Mais moi, c'est vraiment pas la partie que je préfère, hein, parce que pour moi, une carrière, c'est pas que ça, quoi. Mhm. C'est pas simplement la réussite financière, c'est aussi l'épanouissement et est-ce qu'à un moment donné, j'ai été heureuse finalement pendant toutes ces années et c'est là où, selon moi, notre rôle, il est de faire en sorte qu'elle soit heureuse et qu'elle soit épanouie, en fait. Euh, Caroline, aujourd'hui, t'as un vécu basket, donc tu as été joueuse professionnelle, t'as aussi été entraîneur. Dans la préparation du podcast, j'ai noté un mot que je voulais aborder, c'était le mot de la transversalité. Et du coup, c'était comment est-ce que ce vécu de joueuse et ce vécu d'entraîneur, aujourd'hui, te servent dans ton quotidien d'agent de joueuse? Bah, beaucoup déjà et après je pense que ça se fait de manière naturelle. La première chose, le fait d'avoir été, anciennement joueuse, les filles vivent des choses que j'ai potentiellement vécues moi de mon côté. D'accord? J'ai fait des erreurs, forcément, mais je suis passée par beaucoup de choses qu'elles vivent aujourd'hui donc j'ai pas la science infuse, j'ai pas réponse à tout. Il y a une question qu'elles me posent souvent. Elles me disent: «Tu ferais quoi à ma place?» Sauf que je suis pas à leur place. Je suis pas à leur place parce que moi aujourd'hui j'ai 45 ans. Je suis passée par beaucoup de choses qu'elles vivent aujourd'hui, mais je suis passée par ces moments-là avec mes caractéristiques, avec mon caractère, avec mon vécu à ce moment-là, avec mon expérience de ce moment-là, le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là et tout ça ne peut pas être la même chose que ce qu'elles vivent aujourd'hui. Donc oui, j'ai de l'expérience par rapport à certaines choses et ça me sert énormément parce que ça me permet quand même de les conseiller au mieux, je pense. Parce que je pense que quand on est passé par là, on a forcément un petit peu de recul et on est capable de se dire, bon, moi j'ai fait ça à ce moment-là, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, enfin, mais d'un autre côté, je mets toujours un petit bémol quand je leur dis ça, parce que je leur dis, mais moi, enfin, te dire ce que je ferais à ta place, je sais pas, pour moi, c'est pas la bonne solution parce que je ne suis pas la même personne que toi. Mm. Et aujourd'hui, je vais te donner ma réponse par rapport à ce que je suis moi aussi aujourd'hui, quoi, avec l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai. Et donc, ce serait complètement illusoire de penser que ce que moi je ferais, c'est forcément ce que doit faire la joueuse, en fait. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que c'est l'expérience d'avoir vécu les choses, mais je pense avec quand même une capacité à se dire: «Attention, elle n'est pas comme moi. Elle peut voir les choses différemment». Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au temps de jeu. Moi, j'ai fait des choix dans ma carrière où j'ai décidé de rester à des endroits aussi, parce que j'y étais très bien, parce que j'y jouais et que je me voyais pas forcément partir ailleurs pour être sur le banc, être derrière une autre joueuse, enfin et parce que j'étais comme ça et parce que je savais que moi, ça ne me correspondait pas, que d'être sur un banc, je n'aimais pas ça et que je le supporterais pas. D'autres joueuses peuvent complètement accepter ça peut-être à partir du moment où elles ont l'impression qu'elles sont là pour travailler, voilà. Donc chacun est différent, chaque caractère est différent, et donc chaque réponse finalement peut être différente aussi. Ensuite, en tant qu'entraîneur, je pense que ça m'apporte quand même la capacité à leur parler beaucoup basket quand même. C'est pas toujours le plus simple. Pourquoi? Parce que je veux pas non plus faire d'ingérence par rapport au coach.
au staff qui travaille dans les clubs, et que la limite, elle est parfois fine entre dire à quelqu'un, pardon, bah là, regarde, sur cette action-là, tu as fait ça, tu aurais peut-être dû faire ça. Enfin, j'ai cette capacité aujourd'hui, clairement, en tant qu'ancienne joueuse, en tant qu'entraîneur. J'ai mon diplôme d'entraîneur professionnel. Pendant les années où j'ai entraîné, j'ai passé mon DES. Donc aujourd'hui, j'ai la légitimité, on va dire, effectivement, basket pour pouvoir parler. Et je le fais. J'échange avec elle. Voilà. Mais je fais quand même toujours attention à dire attention. J'essaie de me focaliser sur les attitudes. J'essaie de me focaliser sur des choses plutôt générales, pas sur des points extrêmement techniques, parce que je ne sais pas ce qu'il leur est demandé, je ne sais pas quelles sont les consignes. Euh, Ça m'arrive de dire à une joueuse quelle était la consigne par rapport aux écrans, parce que là, je vois que tu fais ça, est-ce que c'est parce qu'on t'a demandé de faire ça? Enfin voilà. Parce que c'est pas moi leur entraîneur. Voilà, j'ai pas à dire ça c'était pas bien, ça c'était bien, et à juger le travail de l'entraîneur. Donc c'est quelque chose que moi j'essaie d'apporter aux joueuses, parce que surtout à celles qui sont demandeuses, il y en a qui le sont moins. Euh, mais ça va, voilà, je vais essayer de rester à ma place en fait, finalement. Et c'est pas toujours simple, je pense, parce que quand on voit des choses, on a envie de les partager, on a envie de leur dire, on a envie de les aider. Mais j'essaie de pas, voilà, de pas être trop dans les aspects techniques et stratégiques, parce que ça pourrait aussi avoir une voix différente de ce qu'elles ont la semaine et le week-end, et qui peut aller complètement à l'opposé de ce qui est demandé, et ce serait pas bénéfique pour la joueuse en fait. Donc voilà, et après, l'avantage que j'ai eu quand je suis passée d'entraîneur enfin, joueuse, puis entraîneur, puis agent, c'est que bon, j'ai eu la chance de démarrer dans une agence qui était extrêmement reconnue déjà. Donc par rapport à ça, ça a quand même un vrai plus. Et je pense que ça a plutôt été. J'ai l'impression d'avoir plutôt été très bien accueillie par les dirigeants, par les entraîneurs, justement parce que ce passé de joueuse et d'entraîneur, enfin, leur permettait peut-être aussi de se dire: «Ah bah, c'est cool, on va pouvoir enfin, on sait qu'on peut lui parler basket, quoi. On Mm. sait qu'on va avoir quelqu'un en face de nous qui, à qui on va pas pouvoir raconter n'importe quoi par contre, mais avec qui, on va pouvoir échanger, et qui sera, on l'espère, et je pense le faire aujourd'hui, j'espère en tout cas, qui sera pas enfin voilà, que sur les aspects, tu vois? Qui mettra en fait les aspects basket Mm. au cœur du choix quand même des joueuses, et de l'accompagnement et du conseil en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on choisit un club, pour moi, on doit pas le choisir pour sa situation géographique. Après, ça peut s'entendre parfois pour certaines, mais voilà, c'est où est-ce que je vais aller, où basketement parlant, je vais être bien, où basketement parlant, je vais pouvoir bien évoluer, où je vais avoir un entraîneur qui me correspond, tout ça. Et je pense que quand on a un œil aussi basket que le mien, ben, forcément, dans les conseils, ça doit se ressentir. Et j'ai senti du respect dès le départ, en fait, de la part des entraîneurs et des dirigeants qui me connaissaient, que je connaissais tous. Et ce métier-là, ça reste un métier de réseau au départ. Et moi, quand je suis arrivée, le réseau, je l'avais déjà, quoi. Et je pense que j'ai été bien accueillie aussi, parce que j'avais ce regard basket, de se dire: ah bah c'est cool, on a un agent qui est basket et qui va bien pouvoir conseiller les joueuses, quoi. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, après 6 ans, ils se disent tous, bon, ouais, on avait raison de penser que c'était positif, quoi. Ok, extra. Il y a une autre question que je vais aborder, et c'est chouette parce que du coup tu as aussi commencé à l'aborder. Je voulais qu'on parle un petit peu. Alors, j'ai lu en amont, là, dans la préparation du podcast, que souvent c'était sur les débuts d'année que, on va dire, les recrutements se commençaient pour certains clubs, si je me trompe pas. Alors, début d'année civile, Ouais, début d'année civile. ouais, chez les filles, à mon goût, c'est trop tôt. Mais bon, c'est factuel, c'est que effectivement, ça commence à bouger. On va dire, même je sais qu'à la trêve de novembre qui arrive bientôt, il y a peut-être des clubs qui vont nous demander nos listes pour l'année prochaine, quoi. Ok. Donc mais ça bougera pas avant janvier, mais ça peut effectivement, le gros du recrutement, c'est janvier, février, mars, quoi, quasiment. Et je voulais du coup qu'on aborde un petit peu du coup de la part des clubs, cette recherche de clubs de la part de l'agent des joueuses, en considérant les singularités de celles-ci, les singularités des championnats et les singularités des coachs. Pour illustrer, et peut-être pour les auditeurs, les auditrices, par exemple, généralement le championnat espagnol a quand même, par exemple, réputation d'être un championnat où ça joue vite. Donc
est-ce que c'est un championnat qui correspond plus à une joueuse, une autre? Comment est-ce qu'on aborde ça? Et après, peut-être, si tu en as la possibilité, de peut-être donner des exemples de joueuses là-dedans, si c'est possible. Après, je te laisse. Euh, alors, c'est évident que quand on cherche un club pour une joueuse, quand une joueuse n'est plus, enfin, est en fin de contrat et qu'on doit lui trouver un autre projet, qui soit le fait de rester dans son club actuel ou de changer, hein. Bon, il y a d'abord évidemment une discussion avec la joueuse, quelles sont ses envies, quelles sont ses attentes, où est-ce qu'elle en est de sa carrière, quelle est la suite à ce qu'elle est en train de vivre. Parfois, les joueuses restent 3, 4 ans dans un club, ont besoin tout simplement de changer parce que pour sortir de leur routine. Ensuite, on change de club parce que potentiellement, on a peut-être explosé sur une saison et on va dire que le club dans lequel on est peut-être un petit peu petit. Enfin, on a envie d'aspirer à mieux, quoi, un club d'Eurocup, un club d'Euroleague. Donc forcément, ces choses-là, elles entrent en compte. Après, par rapport à l'étranger, bah, la première chose, c'est quand même. Il y a deux manières, en fait, d'appréhender l'étranger. La première, c'est parce que c'est une vraie volonté de la joueuse. D'accord? Enfin, il y a même selon moi, trois cas. C'est-à-dire que une vraie volonté de la joueuse, quel que soit le niveau, de se dire j'ai envie d'aller vivre autre chose. D'accord? Et dans ces cas-là, effectivement, le niveau du championnat est quand même. Enfin, le niveau du championnat et le style du championnat est un vrai facteur de choix, selon moi, qui doit être pris en compte par rapport effectivement, enfin, à qui est la joueuse, voilà, quelles sont les caractéristiques de la joueuse, ses points forts, ses points faibles, et dans quel championnat elle pourrait évoluer le mieux. Ensuite, le deuxième cas, bah, la joueuse vraiment très haut niveau pour qui le championnat français est peut-être devenu bah, pas forcément le meilleur choix parce que ce soit financièrement ou sportivement parlant, envie d'aller jouer l'Euroleague, envie d'aller gagner l'Euroleague, enfin, se retrouver avec des propositions peut-être 3 fois supérieures à ce qu'elle gagne en France. Euh, alors, souvent, ces joueuses-là, elles ont aussi envie de découvrir autre chose, hein, parce que c'est souvent des joueuses qui ont passé du temps en France. Mais là, après, on va dire que ça va être, oui, le pays est important, mais ça va surtout être bah, quelles équipes s'intéressent à elles, parce que là, quand on parle de ces joueuses-là, bah, la France a un très très bon championnat. Euh, Bah, en fait, si on veut aller voir plus haut, il n'y a pas 15 000 équipes en fait, hein, en Europe 1 où on se dit bah là c'est un vrai step-up quoi. Il y a plusieurs équipes en Turquie, il y a des équipes en Espagne, il y a Prague, il y a 2, 3 équipes en Italie, mais il y a des pays dans lesquels les équipes sont pas meilleures que celles en France. Donc quand on veut vraiment aller voir plus haut au niveau du niveau de jeu et même du niveau salarial, ben bon, les choix sont pas non plus sans limite, on va dire. Donc voilà. Et ensuite, la troisième catégorie, selon moi, de joueuses, c'est celles qui potentiellement n'arrivent pas peut-être à percer en France. Euh, pour X raisons. N'ont pas de proposition à ce moment-là ou des propositions qui n'intéressent pas forcément. Et je pense qu'il y a certains profils de jeu, effectivement, pour qui le championnat français, qui est très athlétique, très dense physiquement, très dur, n'est peut-être pas le plus adapté, en fait. Parce qu'il y a des joueuses, et moi aujourd'hui, j'en discute pas mal avec certains entraîneurs, c'est mon avis personnel, il n'appartient qu'à moi. Je trouve que je n'aime pas particulièrement l'évolution du basket aujourd'hui, parce que je trouve que c'est de plus en plus physique, de plus en plus athlétique. Et moi, j'ai cette impression qu'aujourd'hui, il vaut mieux être athlétique que basket. Les trois mots que j'ai donnés au départ, bon, il y a collectif, mais après adresse, lecture, c'est que ces deux mots qui sont déjà, enfin, plutôt. Alors, je ne vais pas dire tourner autour d'offensif, parce que quand je parle de lecture, je parle aussi de lecture défensive. Hein. On peut être un très bon défenseur sans être forcément le meilleur défenseur sur du 1 contre 1, par exemple. Mais en fait, moi, j'aime le basket avec de la lecture, avec de la stratégie, avec de l'adresse, avec comment dire, du basket où c'est techniquement propre, où ça tape pas dans tous les sens, où les choses elles sont sous contrôle. Et aujourd'hui, je trouve que la part du physique a pris un peu trop d'importance à mon goût, mais ça, c'est vraiment, attention, c'est personnel. Et que malheureusement, une joueuse avec une athléticité hors norme et qui comprend pas forcément bien les choses et parce qu'il y en a, hein, il y a de tout, hein, il y a des joueuses athlétiques qui comprennent moins les choses, il y a des joueuses, enfin voilà. Alors pour être à très haut niveau, il faut avoir les deux, hein, on va pas se mentir, c'est inéluctable, mais seulement aujourd'hui, je trouve que
Euh, la part est un peu trop belle, effectivement, sur le côté athlétique et au détriment du QI basket, de la lecture. Et il y a aujourd'hui de très belles joueuses de basket qui comprennent le jeu, qui sont très adroites, qui savent où mettre les ballons, qui lisent bien bien les situations, pardon, mais qui vont avoir un manque d'athléticité qui va les empêcher d'exister à haut niveau. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que pour moi, c'est un sport technique. Et je trouve qu'il est devenu presque un peu trop physique. Alors après, on laisse plus jouer, voilà, c'est comme ça, c'est les consignes, je le sais, mais donc tout ça pour revenir à ce que je disais que oui, l'exemple de l'Espagne est sûrement assez parlant. C'est, je pense, moins athlétique, même si attention, le championnat espagnol est un des meilleurs championnats aujourd'hui. Et quand je vois encore, j'ai encore regardé un match hier de Saragosse parce que j'ai une joueuse là-bas. Euh, bah, aujourd'hui, penser que le championnat de France est le meilleur championnat européen, je pense que ce serait vraiment, enfin, ça fait partie des meilleurs championnats européens, mais c'est plus autant le cas qu'avant, je pense. Il y a beaucoup de départs ces dernières années de nos meilleures joueuses françaises. Les meilleures étrangères ne sont plus dans le championnat de France non plus. Déjà, elles sont plus en Europe tout court, hein, mais en plus de ça, celles qui viennent ne sont pas forcément en France. Donc, les championnats turcs, espagnols sont vraiment de très très bons niveaux aujourd'hui, mais sont effectivement différents. Je pense que le championnat turc est assez physique quand même. Euh, mais oui, pourquoi pas, les filles avec peut-être moins d'athléticité, mais beaucoup de lecture, qui aiment courir, qui aiment tirer, voilà, trouveraient peut-être plus facilement, on va dire, un jeu adapté à elles en Espagne ou même en Italie, quoi. Donc oui, ça fait partie forcément des choses qu'on prend en compte quand on choisit en fait un projet pour une joueuse, quoi. Enfin, on choisit ensemble, attention, hein. Quand je Mm. dis choisir Oui, bien pour une sûr. joueuse, c'est pas du tout. C'est important pour moi ce point-là. Et est-ce que, je sais pas, hein, tu me dis si c'est possible, tu peux peut-être illustrer cette recherche d'un championnat qui correspondrait à une joueuse que toi tu représentes pour qu'on ait une image ou non, si c'est pas possible. Là, comme ça, franchement, j'en ai pas parce que heureusement, je sais pas si c'est heureux ou pas, mais en tout cas, j'ai pas eu de cas de joueuse où je me suis dit, elle en France, ça ne va pas le faire, Ok. il faut qu'elle aille voir à l'étranger. Euh, Après, si j'avais, par exemple, Mhm. je vais quand même trouver un exemple et puis elle m'en voudra pas parce qu'on en a déjà parlé. Lou Bobst qui joue à Aulnoy en Ligue 2. Euh, Bah là, cette année, elle fait un très bon début de saison. J'en suis ravie parce que je pense que c'est une joueuse ultra talentueuse euh, qui pue le basket, comme on dit vulgairement dans le milieu, et qui certainement serait encore plus à l'aise dans un championnat espagnol, par exemple, où ça court beaucoup, où, voilà, où effectivement c'est moins athlétique, je pense, qu'en France, et où elle pourrait encore mieux mettre en avant ses qualités de lecture, tout ça, de jeu un peu à l'instinct naturel, parce que c'est quelque chose d'inné un petit peu hein, pour ces joueuses-là souvent. Donc voilà, s'il fallait que je donne un exemple, cette joueuse-là, je me dis, on en a parlé plusieurs fois avec elle, parce que son début de carrière, il n'est pas forcément, il n'a pas été simple. Alors il y a eu une blessure Mm. aussi et que l'année dernière, la saison n'a pas été forcément exceptionnelle, on va dire. Au niveau du temps de jeu, ça n'a pas toujours été simple. Et donc oui, on a déjà parlé entre nous de dire, si au bout du bout, en France, on n'y arrive pas, en Espagne, il y aura peut-être plus de place pour toi, quoi. Ok. Extra. Ouais, en plus, du coup, ça me parle un peu. Elle avait fait une. Enfin, dans mes souvenirs, Lou Bobst, elle avait fait une finale de Coupe de France extraordinaire. C'est une Oui, oui, sacrée shooteuse aussi. c'est un talent offensif rare, hein, qui est exceptionnel dans la lecture. Elle a un bras, elle a une lecture de jeu, enfin, elle adore le basket, elle en regarde tout le temps. C'est ce genre de profil-là. Euh, alors, je m'en occupe pas, mais la petite Lucille Jérôme qui est à Charleville, alors, qui est, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas athlétiques, ça ne veut pas dire que physiquement elles sont pas. Je veux dire, Lucille, elle s'en sort très bien à Charleville, mais ces joueuses d'instinct là, très 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 fortes, c'est des talents offensifs naturels. Je pense que effectivement, dans certains autres championnats encore moins physiques, elles seraient encore plus performantes en Hmm. fait. Je pense.
Et c'est extra parce que du coup, tu m'as entre guillemets amené la transition parfaite sur la question d'après, qui était bah, du coup Lou Bobs, qui est une jeune joueuse. En règle générale, comment est-ce qu'on réfléchit le projet de développement d'une joueuse potentielle? Je, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être plutôt une réputation de coach que de championnat, mais en France, on voit souvent des jeunes joueuses à qui on donne du temps de jeu. Là, comme ça, je pense à Johan Cabioche, par exemple, avec beaucoup de jeunes. Je pense à François Gomez, qui est coach du TGB. C'était comment est-ce qu'on réfléchit ce projet de développement potentiel? Est-ce que vous et toi, dans l'agence, vous avez des coachs ciblés avec qui vous aimez discuter des jeunes potentiels avec lesquels vous pourriez travailler en relation? Et c'était ça ma question, c'était comment est-ce qu'on pense ça? Comment est-ce que il pourrait aller même un tout petit peu plus loin? Est-ce que tu as aussi ce rôle de peut-être cibler avec la joueuse ces axes d'amélioration ou ce qu'on va travailler, la mise en relation avec des coachs individuels? La question, elle est un peu vaste. S'il y a besoin de repréciser, t'hésites pas, mais... Euh, alors, comment on aborde? Déjà par rapport à qui est la joueuse, Mhm. que ce soit au niveau basket ou au niveau humain. Ensuite, oui, il y a des coachs. Alors, moi, aujourd'hui, j'échange avec tous les coachs, évidemment, mais euh, il y a des coachs, alors parfois par obligation hein, financière, par Mm. obligation, on va dire, limite, enfin, de budget, hein, enfin, moi, je reste persuadée qu'aujourd'hui, tous les coachs en France sont prêts à faire jouer des jeunes joueuses et ils sont prêts. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un aujourd'hui, je me dis, lui, il fera pas, machin. Mais quand on est à Bourges et qu'on a un effectif de 10 joueuses, qu'on peut se permettre de construire un effectif de 10 joueuses, on va dire référencées. Alors, cette année à Bourges, ils ont fait en plus le choix d'intégrer vraiment des jeunes joueuses qui ne sont pas encore. Enfin, mais il y a eu des années où ils avaient 10 joueuses référencées. Il y a pas forcément, c'est pas évident de se faire sa place en tant que jeune. Mais c'est aussi parce qu'ils ont les moyens de le faire et que, voilà, quand tu parles de Johan Cabioche, bah, alors, on va dire que Lyon est un cas un peu particulier parce qu'ils ont eu forcément une période où il n'y avait pas de jeunes joueuses à qui on pouvait donner du temps de jeu. Euh, à l'époque où Monique Macani était là, enfin, Monique est partie à Nantes parce que à Lyon, ben, elle n'avait pas assez de temps de jeu en tant que jeune joueuse en fait, et qu'il n'y avait pas la place parce qu'autour d'elle, il y avait tellement de grandes joueuses qui avaient déjà enfin, prouvé énormément de choses. Ils étaient là pour tout gagner. Donc, en fait, plus qu'un coach, c'est parfois un contexte qui Mm. fait que. Hein, je vois Aurélie Bonan, dont je m'occupe et qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui à Angers. Elle a énormément de jeunes joueuses à qui elle donne du temps de jeu. Euh, elle en est ravie. Je veux dire, c'est top. Elle a des résultats incroyables avec son équipe. Mais si elle avait plus d'argent, Mm. forcément, ça la gênerait pas non plus de prendre quelque chose un peu plus expérimenté parfois. Mais chacun fait avec ce qu'il a. Et je pense que le championnat de France, bon, bah voilà, il y a aussi des équipes qui font la part belle aux jeunes parce que le budget est limité. Euh, Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je pense, enfin, des coachs qui sont parfois un peu plus, comment dire, formateurs que Mm. d'autres. Et ça, c'est normal. Chacun a ses caractéristiques. Et donc, oui, quand on discute de projets éventuels avec une joueuse, euh, ça fait partie des choses qui sont réfléchies. Quel coach va pouvoir te donner du temps de jeu, quel coach va pouvoir te développer. Mais il y a aussi des profils de joueuses pour qui enfin, le temps de jeu du week-end, c'est important. Mm. Il faut jouer quand on est jeune. Mais le temps de jeu du week-end, si on joue 20 minutes, on va dire, ah super, j'ai joué 20 minutes. Mais si la semaine, on ne travaille pas, enfin, je veux dire, la semaine d'entraînement est tout aussi importante que le temps de jeu du week-end, selon moi. Mm. Donc, parfois, il y a parfois des cas où le projet, ça peut être tout aussi bien pour une joueuse de jouer 15 minutes ou 10-15 minutes le week-end, mais
d'être dans un club où la semaine, elle travaille comme une malade, elle a tout ce qu'il faut pour bien bosser. On sait que l'entraîneur, il est hyper bien sur ce côté-là, qu'il a un staff autour de lui avec prépa physique, kiné, un deuxième entraîneur. Voilà. Ça compte aussi, en fait. Donc, il n'y a pas que le temps. Est-ce que je vais jouer le week-end? Il n'y a pas que ça. Alors, on ne peut pas jouer 0 minutes parce que c'est trop frustrant, c'est trop difficile, tout ça. Mais le choix, il n'est pas fait que sur le temps de jeu du week-end, quoi. Sauf si une joueuse me dit, moi, je suis incapable de mettre mes fesses sur un banc, il faut que je joue, et quitte. Mais dans ces cas-là, c'est parfois des filles qui vont en Ligue 2 ou même en NF1 parce que peut-être que si elles veulent jouer 30 minutes, bah, les 30 minutes, elles les auront pas en Ligue féminine. Parce que bon, une jeune joueuse qui peut jouer 30 minutes en Ligue féminine, il y en a, enfin, ça court pas, enfin, c'est pas non plus, voilà, je sais pas moi, les joueuses de l'INSEP par exemple qui sortent, pour dès sa première année jouer 30 minutes en Ligue féminine, c'est un ovni, hein, on va pas, c'est évident. Donc c'est un tout, hein, quand on choisit, hein, c'est un tout, c'est là où c'est bien faire comprendre à la joueuse que ce qu'elle est en tant que personne est très important. Il faut qu'elles apprennent à se connaître, qui je suis. Qu'est-ce que j'aime comme type de coaching? Qu'est-ce que j'aime? Moi, je demande souvent aux filles, tu préfères une femme ou un homme parce qu'il y en a qui peuvent préférer les femmes, il y en a qui préfèrent les hommes. Alors souvent la réponse, oh, je m'en fiche. C'est souvent un peu ça. Mais par contre, tu préfères quoi? Quelqu'un qui crie beaucoup ou quelqu'un qui crie peu? Parce que ça, c'est pareil. Enfin, ça fait partie des. Ils ont chacun leur manière Oui. de manager, de communiquer aussi. Et ça, c'est important en fait. Parce que si c'est quelqu'un, si tu mets une joueuse qui supporte pas qu'on lui crie dessus, avec quelqu'un où tu sais qu'il va crier, alors parce que ça veut dire, elle va avoir d'autres avantages ailleurs, mais tu sais qu'elle va se faire engueuler et que la jeune fille ne le supporte pas parce qu'elle le prend vraiment. Bah, c'est impossible, tu sais que ça va pas matcher. Donc il y a aussi voilà, il y a plein de choses mais ça c'est valable pour les jeunes et les plus âgés, hein, c'est pas valable. Alors c'est plus important pour les jeunes parce que je pense qu'elles se connaissent peut-être un petit peu moins, et puis que bah, c'est le début, donc on découvre plein de choses. Mais c'est tout aussi important, hein, parce que je parlais de Turquie tout à l'heure. Ah, le coaching, les coachs turcs, c'est pas les mêmes que les coachs français, hein. Ça crie beaucoup, beaucoup en général. C'est très impulsif, c'est très. Bah, faut être en capacité d'entendre et de prendre ce qu'il y a de positif là-dedans, mais de pas tout entendre. Sinon, si tu absorbes tout, tu es en échec derrière parce que c'est trop difficile en fait. Donc, je pense que tout autant que le temps de jeu, le projet de développement de la joueuse mis en place par le coach, il est primordial. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à une joueuse et de dire au coach que j'avais dit ça à la joueuse, que je pensais que la joueuse n'était pas prête à travailler avec ce coach-là. Ok. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et je l'ai dit au coach en lui disant, écoute, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, je l'ai fait une fois que le choix était fait. Enfin, voilà, moi, je l'ai pas essayé. J'ai essayé de le faire de manière. Je lui ai pas dit à la joueuse, non, tu ne vas pas travailler avec lui. C'est pas à moi de choisir, encore une fois. D'accord? Mais quand à un moment donné, on la conseille, on lui donne quand même un peu son avis, on essaie de lui apporter des éléments concrets. Et je pense que je reste persuadée que je ne me suis pas trompée. Mais par contre, j'ai été transparente avec l'entraîneur. Et je lui ai dit, et il m'a demandé bah, pourquoi. Et je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a dit, bah, écoute, voilà, je peux comprendre. Ok. Parce que je dis aussi à des coachs, parce qu'on représente des coachs, hein, je dis aussi à des coachs, pour moi aujourd'hui, 80% de la réussite d'une saison, c'est le recrutement. Alors je dis 80, hein, voilà, Oui, oui. en tout cas, c'est que c'est une grande part du recrutement. Et en fonction de la personne, du management du coach, il y a des coachs qui doivent encore moins se tromper que d'autres, je pense. Parce qu'ils ont une façon de manager qui peut être un peu atypique, on va dire, pas habituelle par rapport à, on va dire, à la norme un peu, à la culture française. Et du coup, s'ils se trompent, ils courent à la catastrophe, en fait, parce que si ça match, c'est souvent exceptionnel, et si ça match pas, c'est la cata, en fait. Et du coup, moi, oui, je dis souvent au coach, il faut que tu fasses attention au profil que tu recrutes, parce que je pense que tout le monde peut pas travailler avec toi. Mais ça veut pas dire que c'est pas un bon coach. Mais je pense que il n'est pas adapté à tous les profils, tout simplement. Ouais, mais Mais après, voilà, c'est ça rejoint ce que tu disais même dans ton métier. En fait, chacun a ses singularités et ça peut pas cliquer toujours avec tout le monde, quoi. exactement, Ouais, ouais. exactement.
Donc ça, c'est à nous effectivement avec l'expérience de pouvoir savoir. Et c'est difficile avec une jeune joueuse qu'on découvre nous Mm. aussi. Moi, aujourd'hui, enfin là, je représente, enfin, j'accompagne, j'aime pas le mot représenter, ça fait un peu, un peu trop rigide. Mercantile. Voilà, j'accompagne 3 joueuses du centre fédéral. Ok. Il y en a 2 qui vont sortir en fin d'année. Bah, j'apprends à les connaître, j'apprends à les découvrir aussi. Et parfois, ce que je vois sur le terrain, ne sont pas forcément ce qu'elles sont en dehors, en fait. C'est ça aussi qui est donc, et donc c'est ça qui est parfois difficile pour les jeunes joueuses, c'est qu'elles se connaissent pas forcément toujours par cœur. Et parce qu'on leur a pas toujours demandé de réfléchir: «Ah, mais je suis qui moi? Qu'est-ce que j'aime pas?» Enfin, et ben, il faut arriver à les cerner, il faut arriver à savoir, comment elles sont vraiment. Est-ce que de façade, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur? Enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais c'est ce qui fait tout le charme, je trouve, de mon métier, moi. Ouais, c'est un vrai métier humain en fait, et c'est le Pour moi, cœur oui, de ta tout à fait, profession. tout à fait. Enfin, selon moi, après. Extra. Est-ce que tu te charges aussi, du coup, je reviens sur la fin de question, de peut-être la mise en relation avec des entraîneurs individuels? Est-ce que l'agence Comsport travaille avec des gens particulièrement Alors, particulièrement oui et non, c'est-à-dire qu'on a personne de salarié par rapport à Mhm. ça, voilà. On a des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler effectivement. Hem, Nous déjà, on met en place un camp l'été. On Mhm. propose, à toutes les joueuses et les joueurs qui veulent l'été, on a 15 jours de camp, pour lequel la fin juillet où tout le monde peut venir, alors ils sont souvent, une vingtaine, hein, pas plus, parce qu'au final, entre ceux qui sont pris par les équipes de France jeunes, enfin le repos, les vacances, bon voilà, ça fait une vingtaine, souvent chaque année. Hem, mais on leur donne la possibilité, enfin, pour moi, c'est notre rôle de leur donner la possibilité de s'entraîner, en fait. Mm. Parce que c'est difficile de s'entraîner l'été, et c'est un camp élite, hein, ils sont 6-7 coachs pour 20, Ouais. joueurs, il y a 2 kinés, il y a 2 prépas physiques, enfin, c'est vraiment, voilà, on met à disposition, voilà, donc c'est des investissements qu'on fait nous en tant qu'agence pour leur permettre de se développer. Après on n'a pas de personnes salariées dans ce domaine-là. On a quelqu'un de salarié sur les aspects physiques et diététiques, Mhm. tu vois? Qui sont en ser c'est pareil, c'est un service qu'on propose nous aux joueurs, et aux joueuses qu'on accompagne. Heu, voilà, après tout ce qui est prépa mentale, on peut pas avoir des gens salariés parce que c'est trop individuel, c'est Oui, bien trop, sûr. on parle de cliquer justement et que ça matche. En prépa mentale, je veux dire, le prépa mental d'une joueuse lambda sera pas le même que celui de la joueuse d'à côté, en fait. Parce Mm. que peut-être que ça n'aura pas cliqué entre, on peut pas avoir une personne qui s'occupe de tout le monde parce que ça n'irait de toute façon pas. Donc, on a plusieurs personnes, en fonction des problématiques qu'on peut proposer. On sait qu'ils travaillent bien et parfois on essaye, ça marche, parfois on essaye, ça marche pas et donc on essaie d'en trouver un autre. Ça, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous, en tant qu'agence, je pense que ça fait partie enfin, ça, pour nous, ça fait partie des choses qu'on met en place parce que c'est de l'aide à la performance, en fait. Voilà. C'est leur apporter les services qui vont les aider à performer du mieux possible. Alors, on peut pas tout faire, on peut pas, voilà, et ça fait partie de l'accompagnement de la jeune joueuse, évidemment. Euh, J'avais une dernière, on va dire une dernière grosse question du corps de podcast. Je voulais qu'on traverse, on va traverser l'Atlantique et on va parler un petit peu de, euh, de la NCAA, après de la WNBA dans l'idée, qu'on ait une petite transition là-dessus. Récemment, alors moi c'est l'exemple qui me vient le plus vite en tête, c'est Théa Cléante qui était à Lasvel et qui est partie du coup, qui est partie en NCAA. Moi je voulais avoir ton regard en tant qu'agent, en tant qu'ancienne joueuse, qui en plus a un vécu NCAA sur une saison sur les volontés qui font qu'on on va traverser l'Atlantique pour aller découvrir le basket américain. Qu'est-ce qui est attrayant? Qu'est-ce qui change entre une formation française, une formation américaine? Il y a beaucoup de questions dans la question, mais voilà, je voulais qu'on puisse aussi mettre en parallèle avec ce que toi tu as vécu en tant que joueuse. Mhm. Alors, bon, déjà, je sais pas si tu le savais ou pas, mais Théa, c'est moi qui m'en occupe. Ouais, Donc, du coup, effectivement, le cas, je le connais bien. Après, je vais pas parler de son cas oui, bien à sûr. elle, même si ce que je vais dire, évidemment, permet aussi de comprendre pourquoi elle a traversé Mhm. l'Atlantique. Euh, Après, moi, la première chose, c'est que je peux pas comparer avec ce que j'ai vécu moi. Ok. D'accord? Pourquoi? Et là, c'est peut-être la seule fois où je vais quand même, enfin, je vais quand même
évoquer la partie, comment dire, salaire, enfin argent, c'est Oui. qu'aujourd'hui, moi, quand je suis partie, j'ai été prise en charge, j'ai eu une bourse, voilà, logée, nourrie, une bourse scolaire qui vaut énormément d'argent là-bas. Mais j'avais aucun, voilà, je suis partie, je ne gagnais rien, c'est-à-dire que le fait de partir ne te permettait pas de gagner d'argent. Donc, quand tu restais en France, potentiellement, tu pouvais en gagner si tu étais pro. Mm. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines joueuses peuvent aller gagner 5, 10 fois plus potentiellement là-bas qu'en Europe. Sur ça. Alors attention, c'est loin d'être le cas de tout le monde, Mm. attention. Il y a aussi des filles qui partent en ayant que les bourses et pas d'argent à côté. Mais en tout cas, voilà, chez les garçons, je pense que c'est encore plus flagrant. C'est devenu clairement professionnel et le fait en plus de ça, de pouvoir changer tous les ans d'université, c'est devenu clairement un marché comme un marché professionnel, hein. Mhm. Chaque université va essayer de récupérer les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs vont aussi aller là où il y a le plus d'argent, là où, enfin voilà, c'est exactement la même chose que des clubs professionnels. Donc il y a quand même donc moi je ne comparerais pas avec mon vécu. Par contre, moi mon discours aujourd'hui en tant qu'agent, et je le dis à toutes les joueuses, si aujourd'hui tu as le niveau pour évoluer en ligue féminine, d'accord, enfin vraiment jouer un peu en ligue féminine, quoi. C'est pas être sur au bout du banc et ne Mm. pas jouer du tout. Si ton niveau c'est la ligue féminine, voire même, voilà, être une vraie bonne joueuse de Ligue 2. Voilà. Sportivement, selon moi, il n'y a pas d'intérêt à partir en NCA. Parce que je pense que sportivement, si tu es dans un club structuré, en Ligue féminine, c'est quasiment toujours enfin, c'est le cas partout, Mm. d'accord. En Ligue 2, c'est le cas de beaucoup de clubs. Si tu t'entraînes 2 fois par jour, enfin voilà, tu vas pas gagner comment dire, au niveau sportif à partir là-bas. Sauf que la photo, elle n'est pas que sur l'aspect sportif. Bien sûr. Elle est sur les aspects scolaires. Aux États-Unis, tu peux continuer tes études. Elle est sur les aspects, bah, tout simplement, enfin, langue aussi. Mhm. Si tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu es bilingue, hein, logiquement, ou alors tu as fait exprès, enfin, je sais pas, parce qu'il faut quand même un certain niveau pour y partir déjà. Il y a l'aspect donc pécunier, on va dire, au niveau Mhm. argent dont j'ai parlé. Il y a aussi le rêve un Bien peu sûr. américain, enfin, je veux dire, pour une jeune joueuse de 18, 19, 20 ans, aller aux États-Unis et en faire 2, 3, 4 ans, c'est quand même une sacrée histoire. Enfin, c'est quand même un sacré parcours dans une vie, en fait. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement respectable, en fait, et qui va t'apporter beaucoup de choses, d'aller voir un autre basket, d'aller voir une autre culture. Voilà. Donc, en fait, et c'est là où la photo, elle est devenue beaucoup plus belle qu'avant aussi par rapport aux aspects financiers. Et, mais en plus, bah, voilà, il y a quand même un rêve américain pour certaines qui fait que. Donc, sauf que, voilà, moi j'ai ce regard-là au niveau sportif parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que. euh, Ouais, je pense qu'une joueuse vraiment qui joue en ligue féminine, elle a tout autant intérêt à rester sportivement parce qu'elle progressera peut-être plus. Pourquoi? Parce que tu joues contre des adultes, tu joues contre des filles beaucoup plus expérimentées. Quand es aux États-Unis, bon, au début, tu arrives, tu as 18 ans, tu vas peut-être avoir des filles de 22, mais ça reste quand même des jeunes adultes qui n'ont jamais été professionnels. Enfin, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même chose. Le jeu est quand même différent en Europe. Donc, du coup, parfois, il y a certaines universités où on est sur du jeu à l'américaine à outrance et je pense que c'est pas forcément bon non plus en fonction du style de jeu de l'équipe dans laquelle tu vas jouer. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, moi, plus globalement, j'estime qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir. D'accord. C'est-à-dire qu'une joueuse, parce qu'attention, hein, une joueuse que Théa Cléante, elle avait le niveau pour être en Ligue féminine. Oui. Elle est partie quand même. Et elle n'est pas partie que pour l'argent. Elle est partie parce que à un moment donné, il faut que chacun emprunte le chemin qui lui permet de s'épanouir, d'accord? Qui lui correspond le mieux en fonction de qui elle est, d'accord? De ce qu'elle aime, de ses aspirations, de ses objectifs, de ce qu'elle ambitionne, voilà, mais surtout de ce qui lui met des étoiles dans les yeux aussi, quoi. Donc, à un moment donné, si une joueuse, c'est son rêve de partir aux États-Unis, si ça lui fait briser, enfin, si ça lui met plein d'étoiles dans les yeux, de se dire je vais être là-bas, c'est ce qui, voilà. Si dans la culture, elle aime tout ce qui est américain, enfin,
comment dire, la manière dont ils mettent le sport en avant, dont on est considéré en tant que sportif là-bas. Enfin voilà. Si en plus elle veut continuer ses études, enfin, le chemin il l'amène forcément aux États-Unis et sportivement, euh, c'est pas, ça va pas non plus la faire régresser. Oui, bien En sûr. fait, ça lui Oui. apportera des choses différentes. Voilà. Et enfin, ouais, ça va lui fermer des portes, mais ça va lui en ouvrir d'autres. Voilà. Moi, je sais que la discussion avec Théa, c'était aussi de dire, bon, tu sais que si tu pars, les fenêtres FIBA avec l'équipe de France, voilà, tu les oublies en fait. Tu vas pas, on va pas, l'international ne t'appellera pas au mois de février. Mm. On n'a jamais vu une joueuse en NCAA être appelée en équipe nationale française. Alors ça arrivera peut-être un jour, parce que si un jour il y a une énorme joueuse, un énorme prospect français qui part vraiment et que au bout d'un an, j'espère que ça évoluera parce que ce serait dommage de se dire parce qu'elles sont NCAA, on les appelle pas. Mais je vois la petite Angloma qui est exceptionnelle là, ces derniers temps, qui a appelé là, sur la prochaine fenêtre. Euh, si elle était partie aux États-Unis, elle n'aurait pas pu faire ces premières fenêtres-là. Donc, il y a certaines choses que tu es obligé de mettre de côté pendant un certain temps que tu es aux États-Unis, mais tu vas aussi, tu as d'autres choses. Donc après, c'est le choix que tu fais toi en fonction de ce que tu veux faire. Et je répète, en fonction de ce qui va finalement l'endroit où tu penses que tu vas être la plus heureuse, quoi. Et c'est pas simple parce qu'elles sont jeunes et qu'elles savent pas toujours où est-ce qu'elles pensent. Peut-être que parce que j'ai déjà dit à certaines, hein, tout ce qui tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc il faut avec les États-Unis, c'est bah, on peut vite se faire happer parce qu'ils savent faire, ils savent te mettre des étoiles plein les yeux. Mais il y a des filles pour qui ce projet-là, il est fait. Voilà, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut l'accepter. Euh, Moi, je sais qu'aujourd'hui, je m'attache à essayer d'accompagner certaines, parce que j'en ai trois là cette année en université, et j'en ai quelques-unes pour qui c'est une option, en tout cas, qui ont envie d'étudier cette option-là. Moi, je dis le mieux que je puisse faire pour les accompagner, et pour elles et pour aussi pour le basket finalement français aussi féminin, hein, c'est d'essayer de les accompagner du mieux possible pour qu'elles aillent dans un endroit où ça va bien se passer pour elles, en Mm. fait, plutôt que de leur empêcher en leur disant faut pas y aller, tu devrais pas, et au final qu'elles terminent dans des endroits où il faut pas, quoi. Parce que je pense qu'il y a de tout aussi, quoi. Donc faut faire attention. Mais je pense que bien accompagné, écoute, c'est un chemin comme un autre. Il y en Oui, a beaucoup, hein, en équipe de France qui sont passés là, hein, ces derniers temps. oui, Fopossi, Jaldi Tabdi, Kadi Sissoko, là, bon, qui est plus en France, mais enfin, il y a quand même quelques joueuses qui sont passées par les États-Unis, qui sont maintenant en équipe de France. Alors, attention, c'est des joueuses qui, quand elles sont parties, avaient déjà le niveau de la Ligue féminine. oui. Elles sont revenues, voilà, il n'y a pas de, voilà, il y a pas une explosion. Tu te dis pas, la fille, putain, pardon, elle est partie, elle avait niveau N2, elle revient, elle a niveau Ligue féminine. J'en ai pas vu, moi, des cas comme ça. J'en ai pas vu. D'accord? Il y en aura peut-être, mais j'en ai pas vu. Mais, euh, euh, mais c'est un chemin. Voilà, c'est tout. Donc, celles qui veulent le prendre, bah, il faut qu'elles le prennent. Ouais, et puis là, juste dans ce que tu viens de dire, en fait, et on voit du coup l'aspect humain de ton travail, mais tu parles juste de joueuses qui ont envie de vivre un rêve. Voilà, je trouve ça chouette d'avoir aussi cet aspect où on pondère un peu, on est souvent on peut être très critique sur ce choix, mais en fait, juste, elles partent vivre leur rêve, elles partent prendre du plaisir, quoi. Oui, alors après, attention, il y en a parfois qui pensent qu'elles vont, ça va, et qui déchantent parce qu'en Mm. fait, elles voyaient ça comme un rêve et finalement, le rêve, il n'est pas toujours. C'est ce que je disais tout à l'heure, les États-Unis, il y a de tout. Tout n'est pas toujours beau. C'est pas simple de se retrouver de côté de l'Atlantique. Ouais. Il y en a qui parfois jouent pas ou jouent moins. C'est dur. On peut se blesser, on peut se retrouver. Enfin, on peut avoir des moments difficiles en fait. On peut avoir des moments difficiles. Mais, euh, mais après, voilà, si c'est le chemin qu'elles pensent être le mieux pour elles et qu'elles ont envie d'y aller, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est forcément attirant. Enfin, je veux dire, oui, clairement. Et parce on a parlé un peu de la WNBA, aujourd'hui, euh, moi, pour les joueurs, enfin, il y a quand même une question de. Enfin, quand elles partent aux États-Unis, qu'elles partent 4 ans, elles mettent. Enfin, quand je parlais de l'équipe de France qu'on devait mettre un peu de côté. Il faut aussi se dire que du coup, la WNBA, Théa Cléant, qui aurait pu être draftée l'année prochaine, Mhm. parce que son année d'éligibilité, c'était l'année prochaine, elle ne sera pas draftée avant 4 ans.
parce qu'elle est rentrée dans le système universitaire américain, que du coup, elle devient éligible simplement à sa graduation, en fait. Ok. D'accord? Donc, il faut comprendre que. Et après, moi, ça fait partie des choses. Théa, tu sais qu'en partant, c'est ça et ça. Mais moi, après, la discussion, c'est de dire est-ce que tu vas être prête à jouer en WNBA dans un an? Non. Non, Théa, elle ne sera pas prête. Enfin, en 2000. Donc, tu seras draftée, mais il y en a très peu qui y vont directement. Parce que les Européennes, elles sont draftées tellement tôt. D'accord? 2 ou 3 ans plus tôt que les Américaines, au final, Mhm. qu'elles ne sont pas toutes prêtes. Enfin, je veux dire, un exemple comme Dominique Malonga, c'est un contre-exemple. Enfin, je veux dire, ça arrive Ouais. quand même. Enfin, Dom, c'est un cas à part, on va dire. Et donc, du coup, moi, je lui ai dit, OK, tu seras. Je lui ai dit, tu ne seras pas drafté tout de suite, mais est-ce que c'est un souci? Enfin, moi, perso, pour moi, c'était pas un argument, en fait. C'était pas un argument. Tu seras drafté plus tard. Enfin, c'est pas. Tu seras finalement peut-être drafté quand tu seras prête à y Ouais. aller. Et je te le souhaite. Mais bon, après, parce que nous, finalement, quand elles sont en Europe, ça nous intéresse pas plus que ça qu'elles soient draftées, parce que ça les bloque avec une franchise qui a leurs droits, alors que finalement, le cas comme Monique ou Janelle, c'est bien plus intéressant. Elles n'ont pas été draftées et le jour où elles ont été prêtes à y aller, il y a plein de franchises qui sont positionnées sur elles et du coup, elles ont pu choisir, quoi. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus. C'est Ouais. souvent beaucoup plus productif que de se retrouver dans une franchise dans laquelle on n'a pas envie d'être ou dans lequel le fit, il n'est pas bon, quoi. Ouais, non, mais ça c'est chouette. Bah, je pense que tu vois notre corps de podcast peut-être on peut le conclure sur bah, Monique par exemple. Du coup, on t'en a parlé en plus dans le podcast, mais enfin c'est une aventure assez extraordinaire. Tu disais elle a quitté Lyon pour aller chercher du temps de jeu. Elle était à Charnay l'an dernier, si je dis pas de bêtises, il me Tout à semble. fait. Charnay l'an dernier, elle fait les finales WNBA avec Phoenix cette année. C'est une joueuse en plus avec laquelle tu travailles, que tu accompagnes. Je trouve que c'est peut-être la belle aventure qui illustre aussi cette attente de maturité pour pouvoir aller aussi explorer d'autres championnats. Oui, 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 Monique, c'est un parcours particulier parce que pour plein de raisons en fait. C'est-à-dire que quand elle quitte Lyon, parce que bah, l'équipe euh, elle a du mal à avoir du temps de jeu de manière régulière, en tout cas, même si Valédo Mori avait beaucoup a toujours adoré le profil de Monique et avait très envie de la lancer. Le contexte lyonnais a fait que voilà, elle est arrivée. Elle serait arrivée maintenant, ça aurait été complètement différent. Euh, donc, elle a décidé de partir. Mais Monique, elle a toujours eu comment dire, elle a toujours eu aussi un discours très, très posé, très. Quand elle est partie à Nantes, ça aurait dû être en Ligue féminine. Finalement, ça descend, d'accord. Son contrat peut être coupé parce que ça descend. Elle décide d'y aller quand même parce qu'elle s'est engagée qu'elle allait. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez particulier, d'accord. Elle décide d'honorer le contrat et de se dire c'est pas grave, je vais prendre du temps de jeu. Elle fait plutôt une bonne saison, une première bonne saison, d'accord. Sauf que bah, c'est l'année où il y a un problème administratif, je crois, et qu'elle descende du coup à NF1, évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, en milieu de saison, même pas au mois de novembre, il est question, Angers veut la récupérer. Parce qu'il y a une joueuse d'Angers qui souhaite quitter le club et en gros, ils veulent faire un échange. Et bon, bien que le président du club à ce moment-là soit persuadé que moi j'ai tout fait pour essayer de l'envoyer à Angers, il n'a jamais été question qu'elle y aille. Pourquoi? Tout simplement parce que Monique à ce moment-là a toujours dit, enfin moi quand j'ai dû lui faire part de ça, parce que c'est mon rôle de lui en faire part, c'est Monique, c'était hors de question de quitter le club en milieu de saison. Donc elle n'est pas partie. Voilà, elle est restée là. Et elle a toujours eu du discours de dire, Caro, je retournerai en Ligue féminine quand je serai prête à y jouer avec un vrai rôle. Ça ne m'intéresse pas d'y retourner par la petite porte, entre guillemets. Hmm. Voilà, ça a toujours été le discours de Monique. Du coup, elle est partie à Charnay, en Ligue 2, avec Stéphane. Elle a fait une année en Ligue 2 à Charnay, euh, où elles ont été championnes, voilà. Où elle a fait une année que tout le monde trouve moyenne. J'ai vu ça je ne sais plus sur quel site, d'année moyenne. Statistiquement parlant, peut-être. Sauf qu'elle s'est simplement adaptée à l'équipe qu'elle avait et les joueuses qu'elle avait autour d'elle. Elle avait une grosse équipe de Ligue 2 pour voilà, des joueuses qui avaient le niveau du dessus. Et du coup, on ne lui demandait pas, enfin, il n'y a pas forcément besoin de marquer beaucoup de points parce qu'il y avait des joueuses autour qui étaient capables de faire. Par contre, elle a eu un rôle primordial. Derrière, elle est montée et finalement, cette grande porte qu'elle attendait en disant je remonterai en Ligue féminine en étant prête. Et quand elle va à Charnay, elle me dit je suis pas encore prête. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle a explosé complètement sur sa première année de Ligue féminine. Elle aurait déjà pu partir de Charnay après un an. Elle a dit non, je veux finir l'histoire. Je sens que l'histoire elle n'est pas terminée. On va aller en Coupe d'Europe. J'ai envie de terminer ça. En fait,
Donc elle a toujours fonctionné vraiment très calmement, étape par étape, en se disant: «Mon chemin, c'est le mien et il m'amènera» et en fait, c'est un exemple de, comment dire? De patience, en fait. De pas vouloir brûler les étapes et de se dire, «Moi, je préfère ce chemin-là que celui, où ça va peut-être, aller plus vite, mais où c'est peut-être plus risqué aussi» et donc bah, oui, ça l'a amenée en finale WNBA avec un temps de jeu, enfin, avec en étant une joueuse enfin majeure, quoi. Donc oui, l'histoire, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais elle est en plus d'autant plus, comment dire? Méritée que c'est une personne exceptionnelle, Monique. Donc ça fait partie des oui, des belles moi, ça me fait partie des très belles histoires de mon début de carrière d'agent, on va dire. Extra. Je sais on est pressé par le temps, du coup, là, je vais rentrer dans les questions de conclusion. Il y a un petit questionnement rapide. Donc, c'est le questionnement up-tempo. C'est des réponses où on essaie. Alors, question ouverte, question fermée, mais on essaie d'avoir une réponse assez rapide. Donc, je me lance. Le geste de basket qui décrit le mieux le métier d'agent. Waouh! Heu, waouh, c'est dur. La passe décisive, La passe décisive. Le championnat que tu préfères regarder. l'Euroleague. Les trois essentiels. Féminine. Le relais, oui, bien sûr. Les trois essentiels que doit avoir un agent dans son sac. Alors c'est au premier degré? Ouais, les trois outils que tu utilises le plus dans ton sac en tant qu'agent. Bah, il faut qu'il soit grand le sac alors. Le téléphone, l'ordinateur et les écouteurs. Est-ce que, là on fait un petit parallèle avec une série, est-ce que la série 10%, c'est un peu aussi la réalité pour le métier d'agent sportif ou pas? Alors je ne l'ai pas vu. Ok, bah, J'ai pas eu le temps de y regarder, a pas de souci. mais par contre, déjà 10 c'est vrai. Ok, extra. Un conseil là que tu aurais à donner à quelqu'un qui aimerait ou être agent ou se réaliser par le biais du basket. D'être passionné. Ok. Euh, ah oui, ça c'était la petite question. J'ai vu que tu avais quand même eu une carrière de joueuse et que tu avais deux clubs J'aime bien quand le même. quand même, j'aime bien le quand même. Ah, pardon, oui, non, mais Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. donc, et tu as fait notamment un passage en deux clubs qui étaient Mondeville et Nantes plusieurs années. Du coup, tu préfères voir Mondeville monter en LFB ou Nantes remonter en LF2? Alors Mondeville monté en LFB parce que Nantes, au final, le club, il n'existe plus vraiment. Ok. C'est plus vraiment, il n'y a plus le club dans lequel j'étais. Ce qui te manque le plus dans ta carrière de joueuse? De jouer. De jouer. Ce qui te manque le moins? Je voulais aussi faire la... Les, les déplacements en minibus. Et encore que, tu vois, j'aurais pu dire que ce qui me manquait le plus, c'était aussi les déplacements. Parce qu'il y a quand même une vie collective qui est sympa. Mais la contrainte des déplacements, quoi. un bouquin que tu aurais à conseiller? La biographie de Wilkinson, le rugbyman anglais. Ok, extra. Et un documentaire ou un film? Euh, le cercle des poètes disparus. Extra. Les deux dernières questions du podcast, c'est à quoi est-ce que tu aimerais mettre un contre? S'il faut que j'illustre la question, je peux. Non, mais comme tu me l'as donné avant, j'avoue que j'ai réfléchi avant. Et alors moi, un contre, c'est, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, aux gens qui pensent que les agents ne sont là que pour négocier un contrat. Parce que je l'ai déjà entendu, et je sais que certains même dirigeants de clubs pensent que les agents, en fait, au final, une fois qu'on a négocié les contrats, c'est-à-dire quand on a placé une joueuse pluriannuellement dans un club, finalement, là, en gros, on fait le boulot qu'une fois et les années Hmm. d'après, on fait rien, quoi. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. À quoi est-ce que tu aimerais faire une passe décisive? Eh ben, à mes joueuses. Magnifique. À mes joueuses parce que ben, mine de rien, c'est une relation de confiance. Voilà. C'est pas avoir un agent, c'est faire confiance à une personne c'est lui mine de rien lui mettre sa carrière un peu entre les mains aussi.
Et donc, je les remercie d'avoir décidé de me faire confiance et de me faire bénéficier du plaisir de pouvoir les accompagner. Extra. Dans un laps de temps, tu mets tes écouteurs, tu peux écouter un podcast d'Atom Basketball avec un invité de ton choix. Qu'est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast? Et le petit défi, c'est que tu puisses potentiellement peut-être nous mettre en relation avec le futur invité. Je sais pas si elle va, je sais pas si elle va kiffer, mais Aurélie Bonan, la coach d'Angers. Ok, extra. Eh ben, parfait. Et je peux essayer de la mettre en relation Ok, avec toi. bon, bah trop bien. On va voir ça. Mais je sais Caroline, pas si elle aura le temps. Elle est bien occupée. après, on pourra faire ça sur une intersaison à l'occasion. Le podcast se conclut. Caroline, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé. On a un tout petit peu dépassé Avec sur, plaisir. Non, mais sur l'heure. c'est moi, je suis bavarde en même temps. Et si tu as un mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Écoute, non, non, pas particulièrement. On verra si tu arrives à emmener Aurélie Bonan derrière le micro. Je pense que elle pourrait être très intéressante sur sa façon de voir le basket féminin, de discuter de formation et de comment elle arrive à faire, euh, à faire performer ses équipes ultra jeunes là, depuis quelques années. Et comme en plus elle a eu l'expérience cet été des EDF l'été dernier, tout ça, je pense que avec une excellente génération en plus, avec des très grandes joueuses en devenir. Donc, je pense qu'elle pourrait être intéressante. Donc, on va dire que le mot de la fin, il est pour elle et que j'espère que je pourrai l'écouter un de ces jours. Parce que moi, les podcasts, c'est quand je cours. Donc, Ok, ça m'occupe quand je vais courir. Donc, j'aimerais bien pouvoir entendre ce qu'elle a à dire là-dessus. ok, extra. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast. Si l'épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime, à lui attribuer une note et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi par commentaire ou message privé. De plus, je vous invite aussi à en parler autour de vous, partager l'épisode et si vous voulez suivre l'aventure Atom Basketball, je vous invite aussi à rejoindre le compte Instagram @atom_basketball pour se tenir au courant de toutes les dernières actualités. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!